Oh, décidément, je pense que c'est un peu le classique, ça, dans les présentations. Il est supposé y avoir quelqu'un qui m'indique quand je devrais terminer mes présentations dans la salle. Ouais, oh, c'est vous qui tirez la plug quand c'est fini. Parfait. On m'a dit de finir avant 5 heures ce soir. Ça va être beau. Le compteur tourne pas, là. Non, pas encore. Ah, voilà. Oui. Donc, chez Cobâtiment, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait la promotion, qu'on fait de l'éducation, qu'on fait de l'accompagnement dans le domaine du bâtiment durable. Et pour nous, le domaine du bâtiment, ou un bâtiment durable, en fait, c'est la cellule de base d'un aménagement durable. Et ce qui est important, souvent, on va trop focusser sur le bâtiment lui-même. On va penser qu'un bâtiment durable, là, c'est quasiment un vaisseau de Star Trek avec des panneaux solaires, de la géothermie, mille et une technologies. Mais bon, je ne veux pas vous décevoir, là, mais oui, ça peut être ça, un bâtiment durable, mais c'est d'abord et avant tout des choix simples, des choix éclairés et souvent des choix qui ne sont pas coûteux. Donc, c'est de dire que c'est accessible à tout le monde. La première question qu'il faut se poser quand je veux faire un bâtiment, que ce soit une habitation, que ce soit un bâtiment commercial, où sera situé ce bâtiment? Comment est-ce que ce bâtiment va s'ajouter au cadre bâti de ma ville, de mon village? Et trop souvent, au Québec, chaque nouveau bâtiment, chaque nouvelle route, chaque nouveau stationnement, c'est construit au beau milieu de nos terres agricoles. C'est construit au beau milieu de notre garde-manger, si on peut dire. Là, on pourrait dire, ouais, mais là, au Québec, on en a de la place, il est où le problème? Mais il faut faire attention. Ici, on a une carte qui nous montre les régions physiographiques du Québec et on voit en rouge les basses terres du Saint-Laurent. Et ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas une grande zone du Québec. On dit que c'est 1,15 % de la superficie du territoire québécois. Et là-dessus, il y en a à moitié que c'est l'île d'Anticosti. Donc, on oublie ça. Donc, essentiellement, notre garde-manger au Québec, c'est 1,5 % du territoire québécois. Et ça donne que 90 % de notre population y habite. Donc, les terres agricoles au Québec, c'est une espèce, si on peut dire, menacée, tout simplement. Donc, avant de dire je vais construire un beau bâtiment, où est-ce que je vais le faire, il y a des questions de localisation, des questions de densité également. Quand on parle justement de questions de densité, au lieu de toujours agrandir les villes, toujours agrandir les villages, il y a une problématique, oui, de disparition de milieux naturels, mais aussi une problématique économique. J'ai ici des chiffres pour la ville de Québec, mais dites-vous que c'est la même chose pour à peu près toutes les municipalités du Québec, toutes les villes du Québec. On dit ici que de 1971 à 2001, la superficie de la ville de Québec a augmenté de 248 %, mais que la population, elle, a augmenté seulement de 42 %. Donc, une diminution de la densité de 59 %. Il faut bien comprendre que si ma municipalité, ma ville, mon village est 242 % plus grand, mais que j'ai seulement quelques pourcents de plus de personnes pour payer ces routes, ces tuyaux-là, tout ça, c'est pour ça, à un moment donné, que le compte de taxes, ça ne fournit plus, puis là, on dit, moi, faire du développement durable, ça coûte trop cher, etc. Il faut y penser, il y a une pression écologique, mais il y a une pression économique également. Juste des chiffres rapidement, quand on parle d'un aménagement à haute densité versus un aménagement à faible densité. La haute densité, ça sera quoi? Ça sera un cœur de village, un cœur de municipalité. Exemple, le centre-ville de Baie-Saint-Paul. Le coût en infrastructure, en route, en tuyaux d'égout, en tuyaux d'aqueduc pour chacun des logements, chacune des maisons, dans un cœur de village, on a calculé que c'était 6 500 $ par logement, alors que dans une faible densité, souvent on va penser aux nouveaux quartiers avec des plus grands terrains, etc., on s'étend en plus, il y a un coût économique à ça, on parle de 26 800 $ en coût d'infrastructure pour chacune de nos nouvelles habitations, par exemple. Donc, il faut y penser, comment est-ce que je vais faire l'aménagement de ma ville. Également, il y a un coût économique. On voit ici que, je ne sais pas si j'ai un petit pointeur, ah oui, voilà, la bicyclette, la marche sont les moyens de transport qui sont de loin les plus performants et parmi les moyens les moins performants énergétiquement également. On a l'avion et la voiture. Ben oui, tout ça pour dire que quand je construis dans un cœur de village, dans un cœur de ville, je risque plus d'utiliser mes pieds, mon vélo,
pour aller faire mes achats justement au supermarché. Mais quand j'utilise ma voiture, je dépense autant qu'un avion, en litres par personne aux 100 km. Et oui. Et pourquoi? Il faut bien comprendre qu'une voiture consomme en 2 secondes l'énergie qu'une ampoule fluo compacte permet d'économiser en 1 heure. Ça veut dire que si vous prenez votre voiture pour aller chercher votre pinte de lait le soir, vous faites juste reculer de la cour avec votre voiture, vous venez brûler les économies de la soirée de votre super kit de fluo compact à la maison. Donc, encore une fois, c'est toujours juste pour relativiser un petit peu de quels sont les différents impacts de différents choix dans notre vie. Qu'en est-il au niveau maintenant de la grandeur des bâtiments, la grandeur des habitations versus leur efficacité au fil des années? On a ici des chiffres de l'Office national de l'énergie, le gouvernement fédéral, et on voit que depuis les années 40 jusqu'aux années 2000, la consommation d'énergie par pied carré d'habitation a toujours diminué. Bonne nouvelle. Par contre, sur une même période, des années 40 jusqu'aux années 2000, la grandeur moyenne des habitations, elle, a augmenté. Ce qui fait qu'au final, j'ai fait aucune économie. Chaque économie que j'ai faite, je suis allé la remanger en agrandissant mon habitation. Et ce qui est paradoxal, c'est que les maisons sont maintenant plus grandes qu'elles ne l'ont jamais été, mais les familles, les ménages, sont plus petits qu'elles ne l'ont jamais été. Donc, encore une fois, c'est de dire, est-ce que j'ai toujours besoin d'une plus grande maison? Bien beau dire, je veux un bâtiment durable, mais à un moment donné, il est toujours plus gros. C'est une partie du problème. Qu'en est-il au niveau automobile? Je prends une bonne vieille Honda Civic, modèle de base, 84, qui consommait 6,7 litres au 100 km. Là, j'ai amené ici, pour la faire tirer, ceux qui devinent, la Honda Civic 2013, quelle est sa consommation en litres au 100 km? Vous pouvez y aller. On dit 6,8, 9, etc. Donc, la réponse, après 30 ans de travail acharné par une armée d'ingénieurs chez Honda, on a réussi à augmenter la consommation de la voiture. N'est-ce pas merveilleux, hein? Et ça, c'est des chiffres du Department of Energy aux États-Unis. Tout ça pour dire que oui, le moteur d'une Civic 2013 est plus efficace, mais il est plus puissant qu'il ne l'a jamais été. La voiture, elle est plus grosse, plus lourde qu'elle ne l'a jamais été également. Donc, les habitations, les bâtiments grossissent, nos véhicules grossissent, et pourtant, on n'a plus de moyens qu'on n'en a jamais eu pour mieux faire les choses. Et c'est ce que je dis toujours aux gens à qui je parle, le problème, ce n'est pas technologique. Cessons d'attendre toujours une nouvelle technologie. Ce sont vraiment des choix qu'on doit faire, tout simplement, de se dire, à partir de quelle grosseur de maison je vais être heureux, à partir de quelle puissance de voiture je vais être heureux. Même chose pour la télévision. À l'époque, on avait des télévisions à écran cathodique. Maintenant, c'est des télévisions à écran LCD, plasma. Chaque pouce carré d'écran de télévision est plus efficace. Par contre, à l'époque, la télévision à écran cathodique, elle faisait 21 pouces. Qui sait qu'une télévision LCD ou plasma de 21 pouces, en bas de 48 pouces, tu n'appelles même pas ça une télévision. Puis souvent, il y en a 2-3 par habitation. Donc, encore une fois, on a amélioré la technologie, mais comme disait Elvis Gratton, think big, ça grossit. 5 minutes, on va rouler, on va y arriver. Donc, évidemment, ici, on a des exemples de solutions quand on parle de sobriété. Bon. Je vous assure que si vous adoptez ces rythmes de vie-là, vous aurez moins d'impact sur l'environnement. Mais c'est quand même pas ce dont on fait la promotion. Il y a quand même un juste milieu. Tout ce qu'on veut éviter, ce qu'on encourage les gens à éviter, c'est plutôt ça. Je ne sais pas s'il y en a qui vont dans Gaspésie de temps en temps. C'est à hauteur de Matane, cette maison-là. Il y en a qui la connaissent. C'est un work in progress. À chaque année, une tourelle de plus. C'est juste de dire, essayons de, plutôt que de se demander c'est quoi le plus gros que je peux me payer, c'est de se dire c'est quoi le plus petit dont je peux me contenter, tout simplement. Cette maison-là aurait bien beau avoir des panneaux solaires, avoir une géothermie. Moi, je compare ça au Hummer à hydrogène de Arnold Schwarzenegger. Tu sais, à un moment donné, un bicycle à pédale puis une paire de souliers, c'est vraiment plus écologique puis ça coûte vraiment moins cher. Donc, on parlait de densité, on parlait de sobriété, etc. Bien, c'est des exemples tout simples, des bâtiments un peu plus racolés, les cœurs de village de l'époque.
rénover nos bâtiments existants, réutiliser ce qu'on a, ce sont toutes des solutions qui sont souvent juste, c'est quasiment plate, là, mais c'est un peu ça la solution, c'est y aller avec des choix simples comme ça. Ici, on avait fait un calcul justement pour comparer les nouveaux bâtiments réguliers, la consommation énergétique d'un ménage moyen, avec un bâtiment où ça serait plutôt des maisons jumelées, des immeubles à appartements, et où on aurait fait un petit peu plus d'efficacité énergétique. Et on se rendait compte qu'un ménage standard consomme annuellement 26 000 kWh, mais qu'un ménage où on avait juste racolé les maisons ensemble, fait des duplex, des triplex, qu'on avait un petit peu mieux isolés, rien de flyé vraiment, on se retrouvait qu'on consommait moins de 10 000 kWh. Et pourtant, on n'avait rien fait de flyé. Donc, c'est rien que de dire que les chiffres le prouvent, par des choix simples, des choix éclairés, par la sobriété, on réussit de beaucoup à couper notre impact sur l'environnement, mais sans pour autant couper notre confort. C'est quand même important, là, on ne reviendra pas là, à la chandelle, sauf au souper du samedi soir, évidemment. Là. Bon, là, je vais un petit peu en rafale. Au niveau de l'eau dans les habitations, on voit ici que 65 % de l'eau consommée dans les habitations l'est dans la salle de bain. La majorité de ça passe dans la toilette. Les anciennes toilettes dans les années 60 consommaient combien de litres par chasse d'eau à tous les fois? Dites des chiffres, des litres. J'entends du 20, 30. C'était 23 litres par chasse d'eau. Hey, une fontaine de bureau, là, les grosses canisses, c'est 18 litres. Le petit pipi, là, il se rendait au cric en arrière. Là, Et je vous rappelle pourtant que dans les mêmes années, les années 60, on développait l'avion de ligne le plus rapide au monde jamais construit, le Concorde, qui allait à 2,5 fois la vitesse du son. Mais on consommait 23 litres par chasse d'eau pour flusher un petit pipi. Donc, c'est pour dire que quand on veut y mettre les efforts, on peut. Quand on ne veut pas, on peut moins. Il existe maintenant, soit dit en passant, des toilettes à 4,1 litres par chasse d'eau. On me dit souvent, « Ouais, mais il faut que je flush 2 fois, ça ne va pas bien. » Bien, écoutez, regardez la performance des toilettes. C'est tout écrit, les toilettes, le nombre de grammes de matière solide que la toilette peut évacuer. Ça va jusqu'à 1000 grammes par flush. Fait que ceux qui disent « je flush 2 fois », là, vous êtes en santé, en tabarouette. Là. Donc, des solutions simples. Je vais rapidement me terminer. Il faut s'intéresser au cycle de vie des matériaux, essentiellement. Aussi, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'énergie. De où est-ce que mon matériau vient? Est-ce qu'il prend beaucoup d'énergie pour le transformer? Qu'est-ce que je vais faire le jour où je démolis? J'en parlerai pas plus parce qu'on a Pierre Blanchet qui va en parler, entre autres, justement, des matériaux. Il faut s'intéresser aussi au côté sain des matériaux. Donc, quand vous achetez un pot de peinture, un pot de colle, etc., un quincaillerie, recherchez des pots sur lesquels c'est écrit « faible teneur en composés organiques volatiles ». Question de qualité de l'air. Je vous le dis rapidement, là. Je résume 10 ans de métier en 12 minutes, vous comprendrez que ça roule pas mal. Là. Et pour vous aider, finalement, recherchez sinon les certifications en bâtiment. Exemple, certification LEED, certification également les maisons Novo Climat également. Ça, une certification, c'est comparable à l'étiquette alimentaire sur un aliment, mais sur un bâtiment. Ça nous permet de faire un choix éclairé, d'avoir le bâtiment le plus économe, le bâtiment qui aura le moins d'impact, dis-je, sur l'environnement. Sur ce, je dois m'arrêter ici. J'aurais pu vous parler facilement jusqu'à 5 heures, mais bon, je pense que mes collègues seraient un petit peu déçus si je ne leur laisse pas la parole. Merci beaucoup.